Le 1er juillet 2025. Dans sa maison, loin de l'agitation d'Hollywood, Melissa Gilbert s'arrête un instant. La lumière du soleil de l'après-midi filtre à travers la fenêtre, illuminant la poussière qui danse dans l'air et se pose sur une vieille photographie encadrée sur son bureau. Sur le cliché sépia, une petite fille aux tresses rousses et au visage constellé de taches de rousseur regarde avec une adoration non feinte un homme au sourire éclatant et aux yeux pétillants de malice. Charles et Laura Ingalls. Michael et Melissa. Pour des millions de gens, cette image est un symbole de réconfort, un vestige d'une époque télévisuelle plus simple et plus douce. Pour Melissa, c'est un testament. 34 ans. 3 décennies et 4 années que Michael Landon a quitté ce monde. Une éternité et un instant. Parfois, elle peut encore entendre le son de son rire tonitruant résonner sur le plateau, sentir la chaleur de sa main sur son épaule après une scène difficile. Il n'était pas seulement une star, un patron, un collègue. Il avait été son ancre dans la tempête de l'enfance, une figure paternelle si authentique que la frontière entre la fiction de Walnut Grove et la réalité de sa propre vie s'était depuis longtemps estompée. Pendant des années, le monde a cru connaître leur histoire, celle d'une alchimie parfaite à l'écran. Mais la vérité, celle que Melissa a mis des décennies à assembler et à partager, est infiniment plus complexe, plus douloureuse et plus belle. Ce n'est pas l'histoire d'un scandale caché, mais celle, bien plus choquante dans le cynisme d'Hollywood, d'un amour qui était aussi réel, aussi pur et aussi inébranlable que celui que les caméras avaient capturé. Aujourd'hui, en regardant cette photo, Melissa sait que son histoire n'est pas seulement celle de la petite maison dans la prairie. C'est l'histoire du jour où la prairie est devenue silencieuse, et de l'écho que la voix de Michael Landon laisse encore dans sa vie. Chapitre 1, l'homme qui rêvait de famille. Avant d'être Charles Ingalls, le patriarche le plus aimé d'Amérique, Michael Landon était Eugene Maurice Horowitz, un jeune garçon juif grandissant dans un foyer brisé de Queens, à New York. Sa vie n'avait rien d'une prairie ensoleillée. L'ombre qui planait sur son enfance était celle de sa mère, Peggy, une femme consumée par une dépression si profonde qu'elle tentait régulièrement de mettre fin à ses jours. Eugène vivait dans la peur constante de la retrouver, de devoir la sauver une nouvelle fois. Ces expériences traumatisantes gravèrent en lui des cicatrices invisibles, mais aussi une faim insatiable, celle d'une famille stable, d'un amour inconditionnel, de tout ce qui lui avait été refusé. Lorsqu'il s'enfuit à Hollywood et se réinventa sous le nom de Michael Landon, il ne fuyait pas seulement son passé, il courait vers un avenir qu'il allait construire de ses propres mains. Il était déterminé à raconter des histoires de persévérance, de foi et de liens familiaux. Il n'écrivait pas de la fiction, il écrivait ses propres prières, ses propres désirs. Son ascension fut fulgurante. Le rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza fit de lui une star. Mais c'est avec La petite maison dans la prairie qu'il devint une légende. Il n'était pas seulement l'acteur principal, il était le cœur battant de la série. Il écrivait, réalisait, produisait. Il était le premier arrivé sur le plateau et le dernier à en partir. Son charisme à l'écran était le fruit d'un acharnement obsessionnel en coulisses. Il voulait que chaque détail soit parfait, que chaque émotion soit authentique. Mais cette dévotion avait un prix. Des journées de travail de 16 heures, une consommation de cigarettes et d'alcool pour tenir le rythme, et une tendance obstinée à ignorer les signaux de détresse de son propre corps. Il était si occupé à construire des familles fictives parfaites qu'il négligeait l'homme qui les rendait possibles. Au début de l'année 1991, le corps de Michael Landon lui présenta la facture. En février, des crampes abdominales violentes commencèrent à le terrasser. Il les ignora, les attribuant au stress. Mais la douleur devint insupportable. Le 5 avril, après une batterie de tests, le diagnostic tomba, aussi brutal et définitif qu'un coup de hache, cancer du pancréas. Inopérable. Déjà métastasé au foie. La nouvelle foudroya Hollywood. Landon, l'incarnation de la vitalité, de la force virile, ne pouvait pas être malade. Il n'y croyait pas lui-même. Dans le cabinet du médecin, sous le choc, il se jeta au sol et fit une série de pompes, comme pour prouver à la maladie et à lui-même qu'il était toujours le maître de son corps. Mais le cancer était un ennemi indifférent à sa force physique. Publiquement, il fit face avec une dignité et un courage qui forcèrent l'admiration. Le 8 mai, il se rendit sur le plateau du Tonight Show pour une dernière conversation avec son ami Johnny Carson. Amaigri mais l'esprit combatif, il annonça lui-même son diagnostic, tordant le cou aux rumeurs sordides des tabloïds. Il promit de se battre, de faire tout ce qui est humainement possible, pour vaincre la maladie. Il se lança dans des traitements expérimentaux, un régime végétarien strict, des cocktails de vitamines, l'acupuncture.
Mais en privé, la progression était fulgurante. Certains murmurèrent que la cause pouvait être environnementale. Le plateau de la série était situé non loin du Santa Susana Field Laboratory, un site de recherche nucléaire qui avait connu plusieurs accidents. D'autres pointèrent du doigt ces décennies de tabagisme. Landon, lui, ne chercha pas d'excuses. Dans un moment de vulnérabilité, il confia à sa fille Leslie, « Mon Dieu, j'ai tout gâché. J'aurais dû surveiller ma santé. » Son ranch de Malibu devint son sanctuaire et sa prison. Des paparazzis, tels des vautours, se perchaient dans les arbres, espérant voler une dernière image de l'homme diminué. La famille fut contrainte de faire des préparatifs macabres, démontant une partie de la clôture pour pouvoir évacuer son corps en toute discrétion le jour venu. La pensée de quitter ses plus jeunes enfants, âgés de seulement 4 et 7 ans, le hantait. Les dernières semaines furent un adieu silencieux. Entouré de sa femme Cindy et de ses 9 enfants, il se préparait à l'inévitable. Sa fille créa un livre d'adieu, rempli de messages et de souvenirs de chacun, pour le rassurer sur leur avenir. Il passait ses journées à murmurer des conseils, à partager des souvenirs, à s'assurer que chaque personne qu'il aimait le sache. Le 1er juillet 1991, à 13h20, moins de 3 mois après son diagnostic, Michael Landon s'éteignit. Il avait 54 ans. Son épitaphe, gravée sur son mausolée familial, résumait sa vie, « Il a saisi la vie avec joie. Il a donné à la vie généreusement. Il laisse un héritage d'amour et de rire. » Cet héritage, personne ne le connaissait mieux que la petite fille qui avait grandi dans son ombre, Melissa Gilbert. Et au fil des années, elle allait révéler la vérité sur l'homme derrière le mythe, une vérité qui rendait sa perte encore plus déchirante. Chapitre 2, l'adieu par le feu. Lorsque La petite maison dans la prairie fut annulée en 1984 après une décennie à l'antenne, personne ne s'attendait à un final aussi apocalyptique. La décision de Michael Landon de faire littéralement sauter la ville de Walnut Grove à la dynamite fut un acte de défiance qui stupéfia le public. Mais pour ceux qui connaissaient l'homme, ce n'était pas qu'un rebondissement scénaristique. C'était une déclaration. Une cicatrice rendue visible. Le téléfilm final, The Last Farewell, montrait les habitants de Walnut Grove confrontés à un magnate des chemins de fer qui revendiquait la propriété de leurs terres. Plutôt que de se soumettre, ils décidèrent, dans un acte de résistance ultime, de détruire eux-mêmes ce qu'ils avaient construit. Maison par maison, boutique par boutique, la ville qu'ils aimaient fut réduite en cendres. En coulisses, la motivation de Landon était encore plus viscérale. La chaîne NBC ne lui avait jamais formellement annoncé l'annulation. Après 10 ans de succès phénoménal pour le réseau, il avait simplement découvert que la série ne figurait plus dans la grille de rentrée. Pour Melissa Gilbert, ce manque de respect était une insulte intolérable. Je savais qu'il voulait tout démolir parce qu'il était tellement en colère, se souvient-elle. C'était une chose tellement irrespectueuse à lui faire. L'orgueil de Landon était blessé, mais sa décision était aussi un acte de protection. Ses décors, il les avait construits avec son équipe. Ils étaient sacrés. Il craignait que le site ne soit loué à d'autres productions, plaisantant amèrement qu'il ne voulait pas qu'un film porno se tourne sur les anciens décors de La petite maison. Si NBC abandonnait Walnut Grove, il s'assurerait que personne d'autre ne puisse jamais y toucher. Le tournage de ce dernier épisode fut, selon les mots de Melissa, le plus long enterrement auquel j'ai jamais assisté. L'ambiance sur le plateau était funèbre. Chaque jour, un acteur tournait sa dernière scène et les adieux se multipliaient. Le poids émotionnel était écrasant. Pour des raisons de sécurité, le casting ne fut pas présent lors des explosions réelles. Quand ils revinrent et découvrirent les ruines fumantes de ce qui avait été leur deuxième maison pendant 10 ans, la dévastation fut totale. Ces bâtiments n'étaient pas juste des façades, explique Melissa. C'étaient des lieux où nous étions allés à l'école, où nous avions partagé nos repas, où nous nous étions rassemblés pendant 10 années intenses de nos vies. Les larmes que l'on voit sur les visages des acteurs à l'écran, alors qu'ils regardent leur ville exploser, étaient parfaitement authentiques. On allait tous bien pendant quelques minutes, puis quelqu'un se mettait à pleurer, et tout le monde suivait. Ce n'était pas seulement nous devant la caméra, c'était aussi l'équipe derrière. 2 structures, cependant, furent épargnées. L'église, car l'affaire explosée aurait été un symbole de haine. Et la petite maison des Ingalls elle-même, qui fut soigneusement démontée et conservée. Pour Melissa, ces survivants symbolisaient l'esprit de la série. Même dans la destruction, l'espoir de reconstruire demeure. Son propre adieu fut canalisé dans une scène cathartique mémorable. Laura, folle de chagrin et de rage, fracasse des assiettes et brise des vitres.
Toute occasion de casser des choses devant une caméra est un plaisir, raconte Melissa en riant. C'était l'occasion d'évacuer beaucoup de tensions d'adolescente liées à ma vie personnelle, ainsi que la partie en colère de mon chagrin. Cette explosion de rage brute, si inhabituelle pour son personnage, devint un moment emblématique, l'expression parfaite de la douleur partagée par les acteurs et les fans. Chapitre 3, quand l'écran devient un refuge. En 1974, Melissa Gilbert n'était qu'une enfant de 9 ans, intimidée et nerveuse, lorsqu'elle entra dans la salle d'audition pour le rôle de Laura Ingalls. Michael Landon était déjà une icône, un géant de la télévision. Mais dès l'instant où leurs regards se croisèrent, quelque chose de magique se produisit. Il avait cette aura incroyable, se souvient-elle. Il m'a fait rire et m'a mise immédiatement à l'aise. Il y avait entre nous quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. C'était spécial. C'était instantané. Cette connexion allait devenir sa bouée de sauvetage. 2 ans après le début de la série, une tragédie personnelle frappa Melissa. Son père, l'acteur Paul Gilbert, se suicida. Elle n'avait que 11 ans. Le monde d'une petite fille s'effondra. Dans son chagrin et sa confusion, elle se tourna instinctivement vers Michael. Ce n'était pas un choix conscient, c'était une évidence. Mon propre père est mort quand j'avais 11 ans, a-t-elle expliqué. Michael a vraiment endossé ce rôle. Il a veillé sur moi d'une manière beaucoup plus paternelle. Il ne chercha pas à remplacer son père, mais il combla un vide immense. Il lui apprit bien plus que l'art de jouer. Il lui inculqua une éthique de travail, le respect de chaque membre de l'équipe, des techniciens aux costumiers. Il lui montra comment être un leader bienveillant. Sur le plateau, il la protégeait. Connaissant sa haine des séances photos, il les transformait en numéros de comédie, faisant des grimaces, coinçant ses tresses dans son nez, faisant tout pour la faire rire. Il lui donna le surnom de Laura dans les livres, Alphpa, quart de pinte, qui devint un terme d'affection personnelle entre eux. Leur lien dépassait largement le cadre professionnel. Leur famille passait des vacances ensemble, célébrait le nouvel an. Pour Melissa, les Landon étaient une extension de sa propre famille. Elle se souvient avec émotion de la générosité de Michael, qui sacrifiait ses propres fêtes de fin d'année pour commenter un défilé télévisé, uniquement pour pouvoir offrir des cadeaux somptueux à toute l'équipe de la série. C'était sa façon de leur montrer qu'ils étaient, eux aussi, sa famille. Ce lien, si visible à l'écran, était donc vrai. La tendresse dans le regard de Charles, la confiance dans celui de Laura, tout cela venait d'un endroit authentique. La vérité, choquante, finalement, était qu'il n'y avait pas de secret sombre. Le plus grand tour de magie de Michael Landon fut de faire en sorte que la réalité soit aussi belle que la fiction qu'il créait. Chapitre 4, le combat d'une fille. Le jour où Leslie Landon, la fille de Michael, l'appela pour lui annoncer le diagnostic avant que la nouvelle ne devienne publique, Melissa fut anéantie. Je me retrouvais face à la perte imminente d'une autre figure masculine importante dans ma vie, confie-t-elle. C'était un cauchemar qui se répétait. Le choc fut d'autant plus grand que Michael incarnait pour elle la force brute. Cet homme était la santé physique incarnée. Je l'ai toujours décrit comme un triangle inversé, si fort, en si bonne forme. Voir cela arriver si vite et de façon si violente, c'était comme un ennemi que je voulais abattre. Elle lui rendit visite une dernière fois, une semaine avant sa mort. L'adieu fut déchirant. Voir cet homme, ce pilier, si diminué était une épreuve, mais elle savait qu'il était essentiel de pouvoir lui dire au revoir. Cet ennemi qu'elle voulait abattre, le cancer du pancréas, devint sa mission. Elle l'a vu emporter Michael, puis des années plus tard, son ami proche Patrick Swayze. Ces hommes étaient des piliers, presque des super-héros, dit-elle. Et voir quelque chose comme ça les prendre de cette façon, c'est dévastateur. Sa haine de la maladie s'est transformée en action. À travers sa marque, Modern Prairie, elle s'est associée au Pancreatic Cancer Action Network, PanCN, pour lever des fonds et sensibiliser le public. Chaque année, à l'approche de l'anniversaire de la mort de Michael, elle lance des initiatives, comme une collection de produits dont les bénéfices sont entièrement reversés à la recherche. C'est sa façon de se battre, de continuer le combat pour lui. La meilleure façon de le faire, c'est de se battre pour quelque chose qui nous a pris tant de personnes que nous aimons, explique-t-elle. Son message est clair, honorer la mémoire de Michael Landon, ce n'est pas seulement se souvenir de l'acteur, c'est poursuivre son œuvre, trouver un sens à la douleur et aider les autres. Épilogue, l'héritage est dans le cœur. Aujourd'hui, l'héritage de Michael Landon est plus vivant que jamais. La petite maison dans la prairie reste l'une des séries les plus regardées en streaming, un phare de bienveillance dans un monde souvent sombre.
Mais son véritable héritage n'est pas figé dans les épisodes. Il vit dans les leçons qu'il a transmises, dans l'amour qu'il a partagé, et dans le combat que Mélissa Gilbert mène en son nom. Chaque 1er juillet, son hommage public n'est pas un simple acte de souvenir. C'est un rappel puissant que certains liens ne se brisent jamais. Le lien entre Charles et Laura Ingalls était authentique parce que le lien entre Michael Landon et Mélissa Gilbert était réel. Il fut son mentor, son protecteur, et dans les moments les plus sombres, le père qu'elle avait perdu. La vérité sur leur relation n'a jamais été un scandale à révéler. C'était un secret à chérir. Dans le monde souvent illusoire d'Hollywood, leur amour était la chose la plus vraie qui soit. Et c'est peut-être cela, la révélation la plus choquante de toutes.